Et si un livre pouvait transformer votre façon de communiquer, de comprendre les autres et de construire des relations plus fortes? Salut et bienvenue sur la chaîne Think. Dans cette exploration des techniques fondamentales de Dale Carnegie, nous allons plonger dans des principes intemporels qui peuvent révolutionner vos interactions quotidiennes. Prêt à apprendre comment éviter les conflits, inspirer la coopération et devenir une personne plus appréciée? Allons-y. Partie 1. Techniques fondamentales pour interagir avec les autres. Chapitre 1. Si vous voulez récolter du miel, ne renversez pas la ruche. Carnegie commence par aborder l'un des pièges les plus courants de la communication. La critique. Critiquer les autres fait souvent plus de mal que de bien. Cela blesse l'orgueil d'une personne et nourrit le ressentiment, ce qui conduit rarement à des changements positifs. Au lieu de condamner, Carnegie nous encourage à essayer de comprendre les autres. Par exemple, imaginez un collègue qui a manqué une échéance. Au lieu de dire « Tu es tellement peu fiable », essayez « Y a-t-il eu quelque chose qui t'a empêché de respecter le deadline ?» Cette approche favorise le dialogue plutôt que la défensive. Carnegie résume cela clairement. N'importe quel imbécile peut critiquer, condamner et se plaindre, et la plupart des imbéciles le font. Mais comprendre demande des efforts et de l'empathie. En essayant de voir le monde à travers les yeux des autres, vous préservez les relations et inspirez souvent la coopération. Conseils pratiques. Évitez les jugements hâtifs. Posez des questions pour découvrir le point de vue de l'autre personne. Concentrez-vous sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Cela ne signifie pas ignorer les erreurs, mais les aborder d'une manière qui favorise la croissance et la connexion. Chapitre 2. Le grand secret pour bien interagir avec les autres. Le deuxième chapitre révèle une vérité universelle. Les gens ont soif d'appréciation et de reconnaissance. Carnegie souligne que montrer de la gratitude sincère est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de construire des relations positives. Réfléchissez à ce que vous ressentez lorsque quelqu'un reconnaît sincèrement vos efforts ou vos réalisations. C'est valorisant, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez offrir ce sentiment aux autres régulièrement. Carnegie explique, le principe le plus profond de la nature humaine est le désir d'être apprécié. Il ne s'agit pas de flatteries vides, mais de compliments sincères et spécifiques. Par exemple, au lieu de dire simplement « bon travail », essayez « J'admire vraiment comment tu es resté calme sous pression pendant cette réunion. Cela a fait une grande différence. » Ce niveau de spécificité montre que vous avez remarqué et apprécié vraiment leur contribution. Conseils pratiques. Cherchez des occasions de reconnaître les personnes autour de vous. Évitez les compliments superficiels. Concentrez-vous sur ce qui vous impressionne vraiment. Avec le temps, cette petite habitude transformera la façon dont les autres vous perçoivent et interagissent avec vous. Chapitre 3. Celui qui peut faire cela a le monde entier, avec lui. Dans ce chapitre, Carnegie explore une idée puissante. Pour influencer les autres, il faut d'abord les comprendre et les valoriser. Il s'agit de créer un lien authentique en montrant un intérêt sincère pour leurs besoins, leurs désirs et leurs perspectives. Et si la clé pour gagner la confiance et le respect des autres résidait simplement dans votre capacité à écouter et à montrer de l'empathie? Ces techniques, bien que simples, ont le pouvoir de transformer vos relations personnelles et professionnelles, en évitant la critique, en exprimant une appréciation sincère et en cherchant à comprendre les autres. Vous pouvez créer des connexions plus profondes et plus significatives. Quelle technique allez-vous appliquer en premier? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils pratiques pour améliorer votre vie. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment gagner la confiance des autres et devenir un leader inspirant. Restez connectés. Chapitre 4. Comprendre et s'aligner sur les désirs des autres. Dans ce chapitre, Carnegie explore un principe fondamental de l'influence. Comprendre les désirs des autres et s'y aligner. Les gens sont naturellement motivés par leurs propres intérêts et une communication efficace consiste à s'appuyer sur ces motivations. Par exemple, si vous présentez une idée au travail, ne la formulez pas en fonction de ce que vous voulez. Mettez plutôt l'accent sur les bénéfices pour l'équipe ou l'organisation. Carnegie souligne,
La seule façon d'influencer les autres est de parler de ce qu'ils veulent et de leur montrer comment l'obtenir. Cela signifie mettre momentanément de côté ses propres objectifs pour se concentrer sur ce qui compte réellement pour l'autre. La reconnaissance, le succès, la sécurité. Plus votre proposition correspond à leurs priorités, plus ils seront enclins à l'accepter. Comment appliquer ce principe? Tout commence par l'écoute. Posez des questions ouvertes pour comprendre ce qui motive les personnes avec qui vous interagissez. Ensuite, reformulez vos idées ou demandes en mettant en avant leur intérêt. Mauvaise approche. J'ai besoin que tu m'aides sur ce projet. Bonne approche. Ton expertise en design serait un vrai atout pour ce projet. Pouvons-nous collaborer? Ce simple changement de perspective ne montre pas seulement du respect, mais favorise aussi un véritable esprit de partenariat. Partie 2. 6 manières de se faire apprécier. Chapitre 1. Faites cela, et vous serez bien accueillis. Partout Carnegie ouvre ce chapitre avec une vérité simple. S'intéresser sincèrement aux autres est la clé pour nouer des relations durables. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui manifestent une curiosité authentique à leur égard, sans arrière-pensée. Il le résume ainsi. Vous pouvez vous faire plus d'amis en 2 mois en vous intéressant aux autres qu'en 2 ans en essayant de les intéresser à vous. Cette idée illustre la puissance d'un changement de focus. Au lieu de chercher à capter l'attention, portez-la sur ceux qui vous entourent. Par exemple, lorsque vous rencontrez quelqu'un, de nouveau, plutôt que de parler de vos propres projets du week-end, demandez-lui les siens. Écoutez activement et montrez de la curiosité pour sa vie, son travail ou ses passions. Carnegie insiste, les gens ne s'intéressent pas à vous, ils s'intéressent à eux-mêmes. En intégrant cette réalité et en vous concentrant sur leur centre d'intérêt, vous renforcez la confiance et le lien social. Comment appliquer ce principe? Pratiquez l'écoute active. Posez des questions de relance et évitez d'interrompre. Montrez une véritable curiosité. Intéressez-vous sincèrement aux histoires et aux expériences des autres. Avec le temps, cette approche vous permettra de tisser des relations plus profondes, simplement en valorisant les autres. Chapitre 2. Un moyen simple de faire bonne impression. Dans ce chapitre, Carnegie met en avant le pouvoir transformateur d'un sourire sincère. Un sourire transmet de la chaleur, de l'enthousiasme et une attitude accueillante, ce qui aide les autres à se sentir à l'aise et valorisés. Il le décrit comme un symbole universel de bienveillance, affirmant « Votre sourire est le messager de votre bonne volonté ». Un simple sourire peut créer une connexion immédiate, facilitant l'établissement de relations positives. Pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a accueilli avec un sourire chaleureux. L'interaction a probablement été plus agréable et engageante. Carnegie ajoute « Les gens réussissent rarement dans quoi que ce soit s'ils n'y prennent pas plaisir ». Sourire ne change pas seulement la perception que les autres ont de vous, mais reflète aussi une attitude intérieure de bonheur. Comment l'appliquer? Souriez sincèrement, aussi bien dans les contextes sociaux que professionnels. Même au téléphone, un sourire influence votre ton de voix et le rend plus chaleureux. Si vous avez du mal à sourire naturellement, cultivez un état d'esprit positif. Il transparaîtra dans votre expression. Chapitre 3. Si vous ne faites pas cela, vous allez au-devant des problèmes. Carnegie insiste ensuite sur l'importance de retenir et d'utiliser le nom des gens. Il le décrit comme le son le plus doux et le plus important dans n'importe quelle langue. Appeler quelqu'un par son nom témoigne d'attention et de respect, créant un lien personnel et marquant positivement votre interlocuteur. Par exemple, si vous rencontrez une personne lors d'un événement et vous souvenez de son nom plus tard, elle se sentira immédiatement valorisée. Carnegie souligne qu'un nom est bien plus qu'un simple mot. Il représente l'identité et l'individualité de la personne. L'intégrer naturellement dans vos conversations personnalise l'échange et montre que vous reconnaissez son unicité. Astuce pour mieux retenir les noms. Associez le nom à une caractéristique distinctive ou à un centre d'intérêt de la personne. Répétez le nom dès le début de la conversation et utilisez-le plusieurs fois pour le mémoriser. En appliquant cette habitude, vous faites sentir aux autres qu'ils comptent et renforcez vos relations. Chapitre 4. Une façon simple de
Devenir un bon interlocuteur. Carnegie rappelle ici un principe clé. Être un bon interlocuteur ne signifie pas parler beaucoup, mais écouter activement. Encourager les autres à parler d'eux-mêmes est l'un des moyens les plus efficaces pour créer du lien. Il affirme « Pour être intéressant, soyez intéressés ». Cela signifie montrer une curiosité sincère pour les expériences, les passions et les pensées des autres. Par exemple, si quelqu'un mentionne qu'il revient de voyage, au lieu de simplement répondre « c'est génial », posez-lui des questions. Quelle a été la meilleure partie du voyage? Pourquoi avez-vous choisi cette destination? Donner aux autres l'espace pour partager leurs histoires les aide à se sentir écoutés et valorisés. Carnegie recommande également de poser des questions ouvertes qui permettent des discussions plus profondes et engageantes. Comment l'appliquer? Posez des questions que votre interlocuteur aimera répondre. Évitez de monopoliser la conversation. Faites des relances pour montrer votre intérêt. En faisant preuve d'un réel intérêt pour les autres, vous laisserez une impression positive durable et construirez des relations plus authentiques. Chapitre 5. Comment intéresser les... Jens Carnegie approfondit l'idée de centrer la conversation sur les autres en mettant en avant un principe clé. Adaptez vos discussions au centre d'intérêt de votre interlocuteur. Il explique « Le chemin royal vers le cœur d'un homme » est de lui parler des choses qu'il chérit le plus. Que ce soit un hobby, un objectif professionnel ou une passion personnelle, aborder un sujet qui tient à cœur à votre interlocuteur permet de créer un lien instantané. Par exemple, si un collègue est passionné de photographie, au lieu de vous limiter au sujet professionnel, demandez-lui quelles sont ses techniques préférées ou les photos dont il est le plus fier. Carnegie rappelle « Parlez aux gens d'eux-mêmes, et ils vous écouteront pendant des heures ». Comment appliquer ce principe? Faites quelques recherches avant une réunion ou un événement social pour connaître les intérêts de vos interlocuteurs. Posez des questions ouvertes et montrez un réel intérêt pour leur passion. Relancez avec des questions pertinentes qui valident leur expertise et leur goût. Cette approche ne se contente pas d'attirer l'attention des autres, elle favorise aussi la bienveillance et le respect mutuel. Chapitre 6. Comment se faire apprécier instantanément? Carnegie aborde ici un besoin humain universel. Se sentir important et valorisé. Il explique que faire en sorte que les autres se sentent reconnus est l'un des moyens les plus rapides d'établir des relations positives et durables. Ce n'est pas seulement une question de politesse, mais d'une reconnaissance sincère de la valeur des autres. Il résume cela ainsi. Faites toujours en sorte que l'autre personne se sente importante. Pensez à ce que vous ressentez lorsque quelqu'un vous adresse un compliment réfléchi. Cela booste votre morale, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir le même impact sur les autres. Mais voici l'élément essentiel. Vos compliments doivent être précis et authentiques. Un simple « bon travail » est agréable à entendre, mais une remarque plus spécifique comme « J'ai été impressionné par ta capacité à rester calme sous pression pendant cette présentation » a bien plus d'impact. Carnegie souligne également « Presque toutes les personnes que vous rencontrez se considèrent supérieures à vous d'une certaine manière. » Reconnaître leurs talents et contributions permet de stimuler leur fierté et de renforcer les liens positifs. Comment mettre cela en pratique? Cherchez des raisons sincères de complimenter les gens autour de vous. Évitez les flatteries superficielles qui ne créent pas de connexion réelle. Mettez en avant des qualités spécifiques ou des accomplissements notables. En appliquant ce principe, vous gagnerez rapidement l'estime des autres et laisserez une impression durablement positive. Partie 3. Comment gagner les autres? 1. Votre manière de penser. Chapitre 1. Vous ne pouvez pas gagner une dispute. Carnegie ouvre ce chapitre avec une vérité percutante. Discuter pour avoir raison ne sert à rien. En réalité, les disputes renforcent les positions de chacun et peuvent endommager les relations. Il l'exprime ainsi. Vous ne pouvez pas gagner une dispute. Vous ne pouvez pas parce que si vous la perdez, vous la perdez. Et si vous la gagnez, vous la perdez aussi. Gagner une dispute peut procurer une satisfaction immédiate, mais cela laisse l'autre personne frustrée et sur la défensive. Plutôt que d'argumenter, Carnegie conseille de chercher à comprendre. Exemple, si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, demandez-lui d'expliquer son point de vue.
En écoutant et en trouvant un terrain d'entente, vous créez un climat propice au dialogue. Comment appliquer ce principe? Évitez les discussions conflictuelles et orientez-les vers des objectifs communs. Utilisez l'empathie pour désamorcer les tensions. Lorsque des désaccords surgissent, reconnaissez d'abord le point de vue de l'autre avant de partager le vôtre. Cette approche préserve les relations et rend les autres plus enclins à écouter vos idées. Chapitre 2. Comment se faire des ennemis. Et comment l'éviter dans la continuité du premier chapitre, Carnegie met en garde contre une erreur fréquente. Pointer du doigt les erreurs des autres. Peu de choses suscitent autant de ressentiment que de prouver publiquement à quelqu'un qu'il a tort. Même avec de bonnes intentions, cette approche est souvent contre-productive. Il insiste sur un principe essentiel. Montrez du respect pour l'opinion des autres. Ne dites jamais « vous avez tort ». Pourquoi? Parce qu'une telle phrase met immédiatement l'interlocuteur sur la défensive et fragilise la confiance. Exemple, si vous n'êtes pas d'accord avec un collègue en réunion, au lieu de dire « non, ce n'est pas ça », essayez « c'est une perspective intéressante, peux-tu m'expliquer ton raisonnement ?» Comment appliquer ce principe? Évitez les expressions comme « tu as tort » ou « ça n'a aucun sens ». Présentez vos désaccords sous forme de questions ouvertes. Essayez de comprendre le raisonnement derrière une opinion avant de répondre. Une discussion respectueuse renforce la confiance et favorise une meilleure compréhension mutuelle. Chapitre 3. Si vous avez tort, admettez-le. Ce chapitre explore un principe contre-intuitif mais puissant. Reconnaître ses erreurs augmente votre crédibilité. Plutôt que de chercher à vous justifier, Carnegie recommande de prendre les devants et d'admettre rapidement vos torts. Chapitre 3. Si vous avez tort, admettez-le. Dans ce chapitre, Carnegie met l'accent sur la responsabilité personnelle. Il nous encourage à admettre nos erreurs rapidement et ouvertement, expliquant que reconnaître ses fautes désarme les critiques et gagne le respect. En combattant, vous n'obtenez jamais assez, mais en cédant, vous obtenez plus que ce que vous espériez. Admettre ses erreurs démontre de l'intégrité et ouvre la porte à la réconciliation. Exemple. Si vous commettez une erreur au travail, dire « j'ai raté cette échéance et j'en assume l'entière responsabilité » est bien plus efficace que de chercher des excuses. Cette attitude désamorce les conflits et instaure un climat propice à la résolution constructive des problèmes. Comment appliquer ce principe? Admettez rapidement vos erreurs avec sincérité. Évitez la défensive et acceptez les critiques avec humilité. Transformez la critique en dialogue constructif, en assumant vos actes et en cherchant des solutions. En adoptant cette approche, vous renforcez votre crédibilité et instaurez un climat de confiance avec les autres. Chapitre 4. Une goutte de miel. Carnegie ouvre ce chapitre avec une métaphore puissante. Une goutte de miel attire plus de mouches qu'un gallon de fiel. Autrement dit, la gentillesse et la compréhension sont bien plus efficaces que la critique ou la force. Lorsque nous sommes attaqués, notre réflexe naturel est de nous défendre. En revanche, si quelqu'un nous aborde avec bienveillance, nous sommes plus enclins à écouter. Il illustre ce principe avec une citation marquante. « Si vous m'abordez avec les poings serrés, je peux vous promettre que les miens se fermeront, plus vite encore. » Exemple. Si vous devez aborder un sujet délicat avec un collègue, commencez par reconnaître ses qualités ou contributions. Instaurer un climat positif réduit les tensions et favorise un dialogue productif. Comment appliquer ce principe? Restez calme lors des désaccords, sans hausser le ton. Initiez les conversations difficiles par une remarque positive. Faites preuve de patience et de compréhension, même face aux émotions fortes. La bienveillance ne rend pas seulement les autres plus réceptifs, elle renforce aussi les relations à long terme. Chapitre 5. Le secret de Socrate. Carnegie introduit la technique du « oui », une méthode qui consiste à trouver un terrain d'entente dès le début d'une discussion. Faites en sorte que l'autre personne dise « oui, oui » immédiatement. Lorsqu'une conversation commence par des points d'accord, elle crée une atmosphère coopérative, facilitant ainsi la résolution des désaccords. Exemple. Si vous discutez d'un problème au travail, au lieu de vous focaliser sur les points de désaccord, commencez par une déclaration unificatrice.
Je pense que nous voulons tous la réussite de ce projet. Nous sommes d'accord sur l'importance de livrer un travail de qualité. Cette approche réduit la résistance et ouvre la voie à un dialogue constructif. Comment l'appliquer? Commencez par des points d'accord avant d'aborder les sujets sensibles. Cadrer les désaccords autour d'objectifs communs pour faciliter la collaboration. Utilisez un langage inclusif. Nous avons un défi à relever ensemble, plutôt que « tu as tort ». En encourageant l'autre à dire « oui » dès le début, vous créez un climat favorable à l'échange et à la coopération. Chapitre 6. La soupape de sécurité dans la gestion des plaintes Carnegie livre ici un conseil simple mais puissant. Laissez l'autre personne parler longuement. Lorsque quelqu'un exprime une plainte, notre premier réflexe est souvent de réfuter, corriger ou proposer une solution immédiate. Pourtant, écouter activement permet de désamorcer les tensions et de gagner la confiance de l'interlocuteur. Exemple. Si un client ou un collègue est frustré, au lieu de l'interrompre ou de justifier la situation, laissez-le s'exprimer pleinement. Une fois qu'il a vidé son sac, il sera plus réceptif à une discussion constructive. Comment appliquer ce principe? Posez des questions ouvertes pour encourager l'échange. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Écoutez sans interrompre et reformulez ses propos pour montrer votre compréhension. Si je comprends bien, ce qui vous dérange, c'est valider ses émotions, même si vous n'êtes pas d'accord. Je vois que cela a été frustrant pour vous. Laisser parler permet d'apaiser les tensions et d'instaurer un climat de confiance. Chapitre 7. Comment obtenir la coopération Carnegie insiste sur un principe fondamental. Laissez l'autre personne penser que l'idée vient d'elle. Lorsque quelqu'un se sent impliqué dans une décision, il est plus enclin à s'y investir et à la suivre. Exemple. Plutôt que d'ordonner à un collègue d'appliquer une méthode spécifique, demandez-lui son avis. Comment? Pourrions-nous améliorer ce processus? Quelle approche te semble la plus efficace? Cette méthode renforce le sentiment d'appartenance et de responsabilité, ce qui favorise la coopération. Comment appliquer ce principe? Demandez l'avis de vos interlocuteurs avant de prendre une décision. Reformulez leur idée pour leur montrer qu'elle compte. Donc, si je comprends bien, tu proposes. Encouragez la prise d'initiative en valorisant les contributions. Lorsque les gens se sentent écoutés et impliqués, ils deviennent naturellement plus engagés et motivés. Chapitre 8. Une formule qui fera des merveilles pour vous dans ce chapitre. Carnegie met en avant le pouvoir transformateur de l'empathie. Il conseille « Essayez honnêtement de voir les choses du point de vue de l'autre personne. En prenant le temps de comprendre la perspective de votre interlocuteur, vous réduisez les résistances et posez les bases d'un respect mutuel. » Cette approche est particulièrement utile pour résoudre les désaccords ou conflits. Par exemple, si un collègue s'oppose à votre idée, demandez-vous pourquoi il pourrait ressentir cela. Carnegie explique « Il y a une raison pour laquelle une personne pense et agit comme elle le fait. » En explorant ses préoccupations et en validant ses émotions, vous transformez une conversation conflictuelle en un dialogue constructif. Comment appliquer cette méthode? Mettez-vous activement à la place de l'autre. Reformulez ses préoccupations pour montrer que vous avez compris. Évitez de rejeter les opinions divergentes trop rapidement. L'empathie ne réduit pas seulement les conflits, elle renforce aussi les relations sur le long terme. Chapitre 9. Ce que tout le monde désire. Carnegie commence par une vérité universelle. Les gens ont soif de reconnaissance et de validation. Qu'il s'agisse de leurs idées, de leurs sentiments ou de leurs efforts. Le simple fait de reconnaître leur point de vue leur donne un sentiment de valeur. Il affirme « 3/4 des gens que vous rencontrerez dans votre vie recherchent de la sympathie. Offrez-la leur et ils vous en seront reconnaissants. » Ce chapitre met l'accent sur l'importance de respecter et d'affirmer les émotions des autres pour créer un climat de bienveillance et de confiance. Pensez à une fois où vous étiez frustré ou contrarié, et où quelqu'un vous a répondu, avec une compréhension sincère. Cela a probablement renforcé votre sentiment de respect et d'estime, non? Carnegie nous invite à faire de même avec les autres. Il précise que montrer de la sympathie ne signifie pas nécessairement être d'accord avec tout,
mais simplement reconnaître que les émotions et ressentis de l'autre sont légitimes. Comment mettre cela en pratique? Réagissez aux frustrations avec empathie et compréhension sincère. Cherchez des occasions d'affirmer le point de vue ou l'effort de quelqu'un, même pour des choses mineures. Remplacez des phrases comme « tu exagères » par « je comprends pourquoi tu ressens cela ». De petits changements dans votre manière de communiquer peuvent transformer un conflit potentiel en une opportunité de connexion. Chapitre 10. Un appel qui plaît à tout le monde. Dans ce chapitre, Carnegie souligne le pouvoir d'appeler aux nobles motivations des autres. Il explique que les gens sont souvent guidés par des valeurs d'honnêteté, de justice et de générosité. Il conseille « faites appel aux motivations les plus nobles ». Lorsqu'une demande est alignée avec les valeurs d'une personne, elle y adhère avec beaucoup plus d'enthousiasme. Par exemple, si vous demandez à un collègue de vous aider sur un projet, ne vous limitez pas aux aspects techniques. Mettez en avant l'impact de son aide. Comment cela bénéficiera à l'équipe, aux clients ou à un objectif commun. Comment utiliser cette approche? Identifiez les valeurs et motivations de votre interlocuteur. Cadrez vos demandes en les reliant à ces valeurs. Soulignez l'impact positif que son aide ou son engagement peut avoir. En faisant appel aux motivations profondes des gens, vous encouragez naturellement leur coopération et renforcez votre influence de manière positive. Chapitre 10. Les raisons derrière les actions. Imaginez-vous devant un collègue ou un ami. Vous lui demandez de faire quelque chose pour vous, peut-être une tâche importante pour le projet sur lequel vous travaillez. Maintenant, quelle est la vraie raison pour laquelle il accepterait? Est-ce vraiment pour vous aider? Ou est-ce qu'il agit pour une autre raison, plus personnelle, que lui seul connaît? Carnegie nous dévoile ici une vérité souvent cachée. Chaque action humaine est motivée par deux raisons. Une raison qui semble acceptable et une autre, plus profonde et plus personnelle. C'est à partir de cette vérité que nous pouvons commencer à influencer les autres de manière authentique. Mais comment le faire? En alignant vos demandes sur les valeurs profondes de l'autre, en l'aidant à voir comment ses actions peuvent non seulement lui apporter quelque chose de positif, mais aussi contribuer à un objectif plus grand. C'est un peu comme si vous lui offriez une opportunité d'accomplir quelque chose de grand pour lui-même, tout en servant un bien collectif. Mais voilà le twist. Si vous manipulez cette dynamique, vous perdez sa confiance. Si vous êtes authentique, par contre, vous créez une atmosphère de bonne volonté, et c'est là que la magie opère. Alors comment appliquer ce principe? Commencez par comprendre ce qui fait vibrer l'autre. Est-ce l'ambition personnelle? Le désir de contribuer à une cause plus grande? Une fois que vous avez cerné ce qui motive profondément la personne, vous pouvez structurer vos demandes de manière à ce qu'elles résonnent avec ses valeurs. Et là, vous verrez des résultats étonnants. Petite question pour vous. Comment pourriez-vous adapter vos demandes aux valeurs d'une personne que vous souhaitez convaincre? Réfléchissez-y. Et laissez vos idées dans les commentaires. Chapitre 11. Le pouvoir de la narration. Imaginez une scène. Un présentateur, vêtu d'un costume impeccable, commence à énumérer des chiffres, des graphiques et des faits. Vous sentez-vous inspiré? Probablement pas. Maintenant, imaginez que ce même présentateur commence à raconter une histoire fascinante sur une entreprise qui a transformé sa stratégie et doublé ses revenus. Il décrit les personnages, les défis et l'ultime succès de cette entreprise. Ça vous accroche? Non. La vérité, c'est que les faits seuls ne captivent pas. Ce qui engage les gens, ce sont les émotions, les images vivantes et, surtout, l'histoire. Carnegie nous montre qu'une simple vérité n'est pas suffisante. Elle doit être rendue vivante, dramatique, presque palpable pour avoir un réel impact. La narration devient alors un super pouvoir de communication. Imaginez maintenant cette scène. Vous êtes en réunion, prêt à présenter votre nouvelle idée. Au lieu de simplement lister ses avantages, vous commencez par une histoire inspirante, où un problème similaire a été résolu grâce à une solution innovante. Vous ne vous contentez pas de dire que ça a fonctionné, vous montrez comment cela a changé des vies. Voilà comment vous captivez votre public et le faites réagir. Parce qu'une histoire ne se contente pas d'être entendue, elle se vit. Et, maintenant, une autre question pour vous.
Quel est le dernier discours ou la dernière présentation qui vous a vraiment captivé? Était-ce une histoire ou des faits bruts? Dites-le nous dans les commentaires. Chapitre 12. Quand rien d'autre ne fonctionne, essayez ceci. Parfois, malgré toutes les stratégies, la motivation semble faiblir. Que faire dans ce cas? Carnegie a une réponse étonnante. Lancez un défi. Oui, c'est tout. En introduisant une compétition ou un objectif clair, vous pouvez réveiller une motivation endormie. Prenons l'exemple d'un membre de votre équipe qui semble démotivé. Au lieu de lui dire simplement « fais-le, ce n'est pas si difficile », pourquoi ne pas reformuler la tâche comme un défi à relever? Et si tu établissais un record personnel aujourd'hui? Et si tu pouvais nous prouver à tous que tu as ce qu'il faut pour réussir? Une simple phrase peut transformer l'approche d'une tâche. Le plus étonnant, c'est que ce défi ne doit pas être énorme ou irréaliste. Il doit être suffisamment ambitieux pour stimuler l'envie de se dépasser mais aussi atteignable. Un défi bien dosé peut non seulement stimuler la motivation, mais aussi renforcer la cohésion de l'équipe. Imaginez un environnement où chaque petite victoire est célébrée, où les progrès sont vus comme des étapes vers un objectif plus grand. Alors, voici ma question pour vous. Quel défi simple et motivant pourriez-vous poser à un collègue ou un ami aujourd'hui pour l'aider à surmonter un obstacle? Partagez vos idées dans les commentaires, et si vous aimez cette approche, laissez un like et abonnez-vous pour plus de contenu inspirant. Partie 4. Comment être un leader chapitre 1. Si vous devez critiquer, voici comment commencer. Dans ce premier chapitre, Carnegie nous invite à réfléchir à la manière dont nous adressons des critiques. Il introduit une règle simple, mais extrêmement puissante. Commencez toujours par des éloges sincères. Pourquoi? Parce que commencer par reconnaître les points forts d'une personne adoucit l'impact de la critique et la rend plus réceptive à ce qui va suivre. Carnegie nous montre qu'en débutant une conversation difficile par de la reconnaissance authentique, nous diminuons la probabilité de défense et nous ouvrons la porte à un dialogue constructif. Imaginez-vous dans une situation où vous devez aborder un membre de votre équipe qui a manqué un délai. Au lieu de foncer droit au problème, vous pourriez commencer par dire « J'apprécie vraiment ton engagement sur ce projet. Tu as fait un travail formidable jusqu'ici. » Ensuite, vous pouvez enchaîner avec la critique de manière plus douce et constructive. Cette approche crée un environnement où la personne se sent valorisée et la critique devient plus facile à accepter. Ce qui rend cette méthode si efficace, c'est qu'elle permet de maintenir la motivation de la personne, tout en l'incitant à s'améliorer. Vous n'êtes pas en train de l'attaquer, vous reconnaissez d'abord ce qui a été bien fait avant d'aborder ce qui doit être corrigé. Cette balance entre reconnaissance et critique devient un moteur puissant pour la performance. Application. Pratique. Identifier des qualités ou des réalisations réelles à souligner avant de pointer un problème. Cette approche équilibrée permet de garder une bonne dynamique et d'encourager une amélioration continue. Pensez à une situation récente où vous auriez pu appliquer cette méthode. Comment pourriez-vous structurer vos retours pour qu'ils soient à la fois constructifs et respectueux? Laissez vos réponses dans les commentaires. Chapitre 2. Comment critiquer sans se faire détester? Le deuxième chapitre reprend l'idée fondamentale de la critique constructive, mais cette fois, Carnegie s'attarde sur la subtilité avec laquelle la critique doit être formulée. Plutôt que de critiquer directement, il recommande d'adopter un ton indirect. Pourquoi? Parce qu'une critique trop directe peut provoquer un sentiment d'embarras, voire d'hostilité, chez la personne concernée. Au lieu de dire simplement « cette section de ton rapport est fausse », Carnegie suggère d'opter pour une formulation plus douce comme « As-tu envisagé de revoir cette section pour t'assurer qu'elle est aussi claire que possible ?» Cette méthode permet à la personne de prendre du recul et de réfléchir à ses erreurs, sans avoir l'impression d'être attaquée. En posant des questions ou en faisant des observations subtiles, vous transformez un moment de confrontation potentielle en une opportunité d'apprentissage. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que l'être humain répond mieux à une approche douce et respectueuse. Quand on se sent traité avec bienveillance, on est plus ouvert au retour, et cela permet de maintenir une relation de collaboration plutôt que de créer un climat de conflit. Application pratique. Envisagez d'utiliser des questions ou des observations plutôt que de formuler des critiques directes.
Cela permettra de mettre en lumière des pistes d'amélioration sans accuser directement. Peut-être avez-vous déjà utilisé cette approche, ou peut-être aimeriez-vous l'essayer la prochaine fois? Partagez vos expériences en commentaire. Chapitre 3. Parlez de vos propres erreurs en premier. Dans ce chapitre, Carnegie nous propose une technique qui renforce l'humilité et le respect mutuel. Admettre nos propres erreurs avant de critiquer les autres. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce qu'en partageant nos propres imperfections, nous créons un terrain d'égalité. Cela désarme souvent les défenses de l'autre personne, car elle perçoit que vous ne vous placez pas au-dessus d'elle, mais plutôt sur un pied d'égalité. Prenons l'exemple d'un feedback sur des retards dans les délais. Plutôt que de dire « tu as encore manqué une échéance, ce n'est pas acceptable », commencez par partager une expérience personnelle. Je me souviens qu'il m'a fallu du temps pour améliorer ma gestion du temps. C'est quelque chose avec lequel je me battais aussi. Ce type de confession humanise la situation et crée un pont de compréhension. Pourquoi cette approche est-elle si puissante? Parce qu'elle démontre que l'amélioration est un processus partagé. Il n'y a pas de jugement, juste une invitation à progresser ensemble. En montrant que vous aussi avez dû apprendre et évoluer, vous ouvrez la porte à un dialogue authentique et respectueux. Application pratique. Partagez vos propres défis et erreurs lorsque vous abordez un problème avec quelqu'un d'autre. Cela crée un environnement où la critique n'est pas perçue comme une attaque, mais comme une opportunité commune d'améliorer les choses. Réfléchissez à un moment où vous pourriez utiliser cette technique dans vos conversations professionnelles ou personnelles. Avez-vous déjà admis vos propres erreurs pour aider quelqu'un à progresser? Partagez vos histoires avec nous. Chapitre 4. Personne n'aime recevoir des ordres. Dale Carnegie met l'accent sur l'importance de poser des questions plutôt que de donner des ordres directs. Pourquoi cela est-il crucial? Parce qu'en posant des questions, on donne de l'autonomie à la personne et on l'encourage à participer activement à la recherche de solutions. Framing requests as questions, formuler les demandes sous forme de questions, permet de créer un environnement de collaboration plutôt qu'une relation hiérarchique où l'ordre et la soumission prévalent. Par exemple, au lieu de dire « finis ce rapport pour demain », vous pourriez demander « quelle serait la meilleure manière d'obtenir ce rapport pour demain ?» Cette approche inspire davantage de créativité et d'initiative. Lorsque vous posez une question, vous montrez à la personne que vous avez confiance en sa capacité à contribuer à la solution. Ce type de dialogue renforce non seulement la motivation, mais permet également à la personne de se sentir plus investie dans la tâche. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que tout le monde aime avoir une part de contrôle et de pouvoir dans ce qu'il fait. Quand les gens ont l'impression d'avoir leur mot à dire, ils sont beaucoup plus enclins à s'engager activement. En posant des questions, vous montrez que vous respectez leur point de vue, ce qui stimule leur volonté de participer. Application pratique. Impliquez les autres dans la prise de décision en leur demandant leurs suggestions ou solutions. Formulez vos demandes de manière collaborative pour encourager l'autonomie et l'initiative. Avez-vous déjà essayé de poser des questions pour obtenir un résultat plutôt que de donner un ordre? Cela a-t-il changé l'engagement de l'autre personne? Partagez vos pensées dans les commentaires. Chapitre 5. Laissez l'autre personne sauver la face. Ce chapitre se concentre sur la nécessité de préserver la dignité de la personne lors de la critique. Carnegie souligne que la humiliation publique détruit la confiance et démoralise, même lorsque l'erreur est évidente. Critiquer quelqu'un en public peut nuire à son image et à ses relations avec les autres. Ainsi, il est crucial d'adresser les erreurs en privé pour éviter d'humilier la personne et préserver sa dignité. Par exemple, si un membre de l'équipe fait une erreur en présentant des données incorrectes lors d'une réunion, évitez de le corriger devant tout le monde. Au lieu de cela, prenez-le à part après la réunion et discutez de l'erreur en privé. Cette approche montre non seulement du respect, mais elle préserve l'intégrité de la personne tout en renforçant la relation de confiance. Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle? Parce que tout le monde veut préserver son ego. Lorsqu'une critique est faite en public, cela peut engendrer des sentiments de honte qui nuisent à la relation. Par contre, offrir une rétroaction en privé montre que vous respectez la personne et que vous vous souciez de ses émotions et de son bien-être. Application pratique.
Donnez vos retours en privé pour éviter l'embarras. Concentrez-vous sur les solutions plutôt que sur la faute et reconnaissez les efforts et l'intention derrière les actions. Cela renforce la confiance et assure que votre message est bien reçu. Avez-vous déjà eu à gérer une critique délicate en public? Comment cela a-t-il affecté la relation? Laissez un commentaire pour partager votre expérience. Chapitre 6. Comment stimuler les gens vers le succès? Carnegie introduit l'idée puissante que le progrès se nourrit d'encouragement. Reconnaître et célébrer même les plus petites améliorations peut avoir un impact considérable sur la confiance et la motivation d'une personne. La clé, selon Carnegie, est de louer chaque amélioration, même minime, et de montrer de la reconnaissance pour les efforts fournis. Par exemple, si un membre de l'équipe commence à assumer de nouvelles responsabilités et que ses résultats ne sont pas encore parfaits, le simple fait de souligner ses progrès peut faire une énorme différence. Vous pourriez dire « Je vois les efforts que tu mets dans ce projet. Tu as déjà fait d'énormes progrès. » Ces mots d'encouragement montrent que vous voyez la valeur dans l'effort, même si le résultat final n'est pas encore atteint. Pourquoi cette approche fonctionne-t-elle? Parce que les compétences et les capacités se développent mieux lorsqu'elles sont nourries par des encouragements. Lorsqu'une personne se sent valorisée pour ses efforts, elle est motivée à continuer à progresser. En louant l'effort et la persévérance, plutôt que de se concentrer uniquement sur la perfection, vous inspirez la personne à se dépasser. Application pratique. Faites-en une habitude de reconnaître et de célébrer les progrès, aussi petits soient-ils. Utilisez des exemples concrets pour rendre vos louanges significatives, en vous concentrant sur l'effort et la persévérance. À quel moment avez-vous vu une personne se transformer grâce à des encouragements constants? Partagez votre expérience dans les commentaires. Chapitre 7. Même donner un bon nom à un chien. Ce chapitre introduit un concept fascinant, le pouvoir des étiquettes positives. Dale Carnegie explique qu'assigner à quelqu'un une bonne réputation peut le motiver à s'y conformer. Il écrit « Si vous voulez améliorer une personne dans un domaine particulier, agissez comme si cette caractéristique était déjà l'une de ses qualités exceptionnelles. » En d'autres termes, vous créez une prophétie autoréalisatrice. Imaginons que vous travaillez avec un collègue qui a des difficultés à s'organiser. Plutôt que de souligner ses erreurs passées, vous pourriez dire « Tu as toujours eu un excellent sens du détail, et je pense que cela nous aidera à rester sur la bonne voie. » Cette approche renforce sa confiance en lui et l'encourage à répondre à la haute attente que vous avez définie. Cela crée un environnement où la personne se sent capable de réussir et de prouver qu'elle mérite cette étiquette positive. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que les gens ont tendance à se comporter en accord avec l'image qu'on a d'eux. En attribuant des qualités positives à quelqu'un, vous l'incitez à les incarner, ce qui renforce ses performances et ses actions. Application pratique. Identifiez les forces et les potentiels des autres et mettez-les en avant. Attribuez des rôles ou des responsabilités qui correspondent à ces qualités pour renforcer leur confiance. Utilisez un langage affirmatif qui inspire les autres à incarner ces traits positifs. Avez-vous déjà observé quelqu'un qui a été motivé par une étiquette positive? Partagez vos pensées dans les commentaires. Chapitre 8. Faites en sorte que la faute semble facile à corriger. Carnegie nous rappelle que la manière dont nous présentons les défis peut faire toute la différence quant à la manière dont les autres réagissent. Il conseille « Si vous voulez aider quelqu'un à s'améliorer, faites en sorte que la faute semble facile à corriger. En simplifiant les tâches et en mettant l'accent sur des étapes gérables, vous réduisez le sentiment de submersion et encouragez la confiance. » Imaginons qu'un collaborateur ait du mal à s'attaquer à un grand projet. Au lieu de lui dire que la tâche est trop vaste, vous pourriez dire « Commençons par cette première étape. Elle est simple et nous aidera à avancer dans la bonne direction. » Encadre les défis de manière abordable, vous inspirez l'action en offrant un sentiment de capacité. Cela transforme une tâche écrasante en une série d'étapes atteignables. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que les gens sont plus enclins à agir lorsqu'ils perçoivent la tâche comme étant réalisable. En cassant un problème complexe en petites parties, vous leur donnez la possibilité de progresser et de voir des résultats positifs au fur et à mesure. Application pratique. Divisez les problèmes complexes en petites étapes plus gérables et assurez-vous que l'autre personne se sente capable de réussir.
Soulignez les progrès réalisés plutôt que de viser la perfection. Comment réagissez-vous lorsque vous êtes confronté à une tâche difficile? Laissez un commentaire et Partagez votre approche. Chapitre 9. Comment rendre les gens heureux de faire ce que vous voulez? Le dernier chapitre de ce segment met l'accent sur l'alignement des tâches avec les désirs et les intérêts des autres. Carnegie affirme que le secret du succès réside dans le fait de faire en sorte que l'autre personne veuille réellement faire ce que vous lui demandez. Lorsque vous reliez vos demandes aux objectifs ou valeurs de l'autre, la coopération devient naturelle et enthousiaste. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un de prendre en charge un nouveau projet, vous pouvez dire « Ce projet te donnera l'occasion de mettre en valeur tes compétences et d'avoir un impact réel sur le succès de l'équipe. » Carnegie souligne que la reconnaissance et le renforcement positif jouent également un rôle crucial pour maintenir la motivation à long terme. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que les gens sont plus motivés lorsqu'ils comprennent en quoi une tâche bénéficie à leurs propres aspirations. Lorsque vous liez une tâche à ce qui les motive personnellement, cela crée un intérêt intrinsèque qui rend la coopération beaucoup plus fluide. Application pratique. Expliquer comment. Accomplir une tâche s'aligne avec les valeurs et aspirations de la personne, exprimer de la gratitude pour leurs efforts, et renforcer les comportements positifs avec des éloges spécifiques pour maintenir leur enthousiasme. Avez-vous déjà motivé quelqu'un en lui montrant en quoi cela correspondait à ses objectifs? Partagez votre expérience dans les commentaires. Récapitulatif des points actionnables. Faites sentir aux autres qu'ils sont valorisés. Commencez par mettre en avant un aspect positif spécifique. Exemple, j'admire la façon dont tu À gérer cette situation difficile. Ce type de compliment montre que vous prêtez attention aux efforts de la personne. Écoutez plus que vous ne parlez. Pratiquez l'écoute active. Maintenez le contact visuel. Hochez la tête pour montrer que vous comprenez et posez des questions de suivi. Cela montre que vous appréciez les idées et les expériences de l'autre. Alignez vos interactions autour d'objectifs communs. Lorsque vous donnez un retour ou faites une demande, reliez-la aux priorités et aux valeurs de l'autre. Exemple. Ce projet pourrait vraiment mettre en valeur tes forces. Comment pouvons-nous réussir ensemble? Abonnez-vous à la chaîne pour des conseils pratiques sur l'amélioration des relations interpersonnelles et du leadership. Commentez ci-dessous. Quelle technique de motivation avez-vous trouvé la plus utile dans votre vie personnelle ou professionnelle? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces conseils pratiques pour améliorer la coopération et la performance.